Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire Rizloom, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au secteur de l'assurance. Nous sommes ravis de vous voir tous aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sujet est au cœur de l'actualité technologique. Nous allons parler des Small Language Models, les SLM. Ces petits modèles d'IA plus rapides et plus précis et souvent plus adaptés à des contextes métiers spécifiques que leurs grands frères, les LLM. J'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants de choix que je vais vous introduire rapidement. Tout d'abord, Dong Xuan, notre CTO, Chief Technology Officer, qui nous expliquera les aspects techniques et les innovations derrière les SLM, ainsi qu'Emmanuel Chevrier, notre Chief Growth Officer, qui va nous présenter l'impact stratégique des SLM et les opportunités concrètes qu'ils ouvrent pour le secteur de l'assurance, en particulier chez Rizloom. Avant de commencer, quelques points pratiques. En bas à droite, vous avez le pavé numérique qui permet de poser les questions grâce au module Q&A. Vous avez juste à la taper simplement. Également, je vous préviens que ce webinaire sera enregistré et un replay sera disponible et publié sur notre chaîne YouTube. Nous vous enverrons également par LinkedIn la présentation que nous allons faire maintenant. Donc, pas besoin de prendre de notes. Concentrez-vous sur la valeur ajoutée. Merci beaucoup et encore merci d'être là aujourd'hui. Je vais laisser Dong Xuan se présenter et ensuite Emmanuel commencera à présenter notre webinaire. Merci Mathilde. Bonjour à tout le monde. Je suis Dong Xuan Nguyen, cofondateur et CTO de Rizloom. Avant de rejoindre Rizloom, j'étais responsable du développement de Citran. C'est un éditeur logicien spécialisé dans la traduction automatique. C'est un des premiers moteurs de traduction à l'échelle mondiale. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et partager avec vous nos travaux et nos expériences sur nos projets. Bonjour à tous, moi je suis Emmanuel Chevrier, je suis donc le Chief Growth Officer de Rizloom, donc développement plutôt au sens marketing commercial du terme. Et précédemment, j'étais directeur du développement et de l'innovation du groupe Stellian, où j'ai eu l'opportunité de piloter les sujets IA. Donc aujourd'hui, on va vous parler des problématiques des LLM. On entend beaucoup parler du combat entre ChatGPT et les grands modèles. On va regarder ensemble quelles sont les limites en termes de consommation énergétique, etc. Du coup, pourquoi parler de SLM par opposition aux problématiques qu'on va lister avec les LLM? On va comparer les SLM et les LLM. Ensuite, Xuan va nous expliquer un peu plus en détail l'architecture de ces SLM, avec cette notion de sobriété qui est vraiment ancrée dans l'architecture des SLM. Comment améliorer la performance des SLM, comment éviter les hallucinations. Et ensuite, je me permettrai de faire une synthèse et de passer aussi quelques messages pour ceux d'entre vous qui veulent déployer des agents, et en particulier pour déployer des SLM. Donc il y a une vraie problématique de mise à l'échelle dont on est en train de prendre conscience quand on voit les coûts qu'implique le déploiement des outils comme ChatGPT, le coût aussi pour entraîner ces gros modèles avec des problématiques de création de centrales nucléaires pour pouvoir les alimenter en énergie. Et donc on arrive vraiment à une limite. Et la problématique, c'est comment vraiment capitaliser sur le pouvoir de l'IA, la capacité d'accompagner les êtres humains avec des agents, des copilotes utiles, sans effectivement exploser les coûts et exploser la facture pour la planète et pour l'environnement. Quelles sont les problématiques qu'on constate avec les LLM? Un des premiers problèmes, c'est le problème des hallucinations. Aujourd'hui, quand vous utilisez un chat GPT ou des outils de ce type-là, vous ne savez pas si la réponse est vraiment correcte ou si elle a été inventée, puisque les LLM ont tendance en fait à vouloir faire plaisir aux utilisateurs, à donner des réponses très rapides. Et parfois, malheureusement, ces réponses sont fausses. Et on n'a pas de possibilité de vérifier les réponses qui sont données par l'LM. Le LM ne fournit pas de vérification avec sa réponse. Et donc ça peut entraîner potentiellement de gros problèmes, surtout quand on intègre l'intelligence artificielle dans des processus métiers, comme par exemple des remboursements, ou qu'on touche à des problèmes d'éthique de conformité. Donc les hallucinations, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire, c'est-à-dire que dans un réseau neuronal, on n'a pas de traçabilité, on ne sait pas pourquoi un LLM a pris telle ou telle décision. Et c'est pour cette raison que dans les avions, on
est impossible aujourd'hui de mettre un LLM pour prendre des décisions de pilotage. Pareil, dans les véhicules autonomes, on n'utilise pas ce type de technologie parce qu'on a besoin de pouvoir comprendre pourquoi une décision a été prise, et l'effet boîte noire est complètement prohibitif. L'autre sujet que j'ai évoqué en introduction, c'est le problème de la consommation énergétique. Les LLM deviennent de plus en plus gros. On parle de milliers, voire de plusieurs milliers de milliards de paramètres, et ça consomme énormément d'énergie. Ça consomme de l'énergie dans les phases d'entraînement, et ça consomme ensuite beaucoup d'énergie, bien évidemment, quand on les utilise. Et comme il y a des millions d'utilisateurs, la consommation énergétique liée au LLM est exponentielle. Donc, OpenAI a annoncé récemment qu'ils avaient besoin d'un investissement de 500 milliards pour pouvoir atteindre la capacité dont ils ont besoin pour les prochaines phases d'entraînement de leur IA, donc qui s'appelle ChatGPT, comme vous le savez. Et ce besoin de 10 gigawatts dont ils parlent pour la fin de cette année, ça correspond à peu près à 7 centrales nucléaires. Donc on voit que les consommations énergétiques sont absolument colossales. L'autre sujet, c'est la souveraineté. Donc toutes ces données, elles sont stockées sur des clouds de type Azure. Azure qui est un des principaux actionnaires d'OpenAI. Et effectivement, il y a un problème de souveraineté, puisque tout ça, c'est sous le contrôle d'un État qui n'est pas européen. L'autre problématique qui est liée aussi au LLM, c'est la problématique de mettre tous ses œufs dans le même panier. On voit bien que justement OpenAI est en train d'émerger comme le leader par rapport à ses concurrents. Et l'idée d'avoir une IA centrale qui prenne toutes les décisions, qui fasse toutes les tâches, c'est vraiment un risque pour une entreprise, un risque substantiel de se retrouver complètement à l'arrêt si cette intelligence artificielle ne fonctionne pas. Donc c'est ce qu'on appelle un single point of failure, et c'est une vision aussi très centralisée de l'intelligence artificielle, encore une fois, qui est polyvalente, qui fait tout. Et les investissements en ce moment vont dans le sens d'augmenter de plus en plus le QI de ces LLM, de les entraîner avec des experts, avec des scientifiques. Et le point final, qui est un peu philosophique, qui est plutôt un problème de valeur, c'est est-ce qu'on veut que l'IA finisse par remplacer les chercheurs et les décideurs, ou est-ce qu'on veut que l'IA accompagne de manière décentralisée les collaborateurs? Et c'est donc cette philosophie et cette vision qu'on défend chez Rislume. Donc du coup, de par les problèmes dont j'ai parlé précédemment, donc les hallucinations en particulier et l'effet boîte noire, eh ben, il y a une forme de défiance qui s'installe par rapport à l'IA, et les LLM ne répondent pas aux besoins du secteur de l'assurance. On a besoin d'avoir des solutions, des outils qui sont fiables, et on a besoin d'avoir de la visibilité sur les résultats qu'ils nous donnent. Donc ça fait partie, ça contribue aux chiffres que vous voyez s'afficher à l'écran en termes de risques qui sont perçus comme étant élevés, de problématiques vis-à-vis de la transparence, et aussi la qualité, qui est une vraie préoccupation et qui entraîne malheureusement souvent des échecs dans les projets d'IA, des proof of concept qui restent dans les tiroirs, et des entreprises qui n'exploitent pas le phénoménal potentiel de l'intelligence artificielle, qui est lui réel, mais que les LLM malheureusement ne peuvent pas vraiment concrétiser sur des processus simples. Et donc, c'est pour ça qu'on est ici avec Xuan et Mathilde pour vous parler des SLM. Donc un premier gros sujet par rapport aux SLM qui font qu'ils deviennent de plus en plus populaires, comme le disait Mathilde en introduction, ce sont des tout petits modèles. Et comme c'est des tout petits modèles, ben, ils sont aussi très rapides. On parle aussi d'inférence, qui est une inférence très courte. Donc les temps de traitement, les latences sont réduits. Et en plus, le coût, comme on disait tout à l'heure, comme ils sont beaucoup plus petits, on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour les entraîner, et on a besoin aussi de beaucoup moins d'énergie pour les utiliser. Et donc le coût total d'utilisation d'un SLM est extrêmement attractif. Et en termes d'infrastructure informatique, il tourne sur des infrastructures très optimisées. Même parfois, on n'a pas besoin de GPU. On peut faire tourner certains de ces SLM sur des applications non temps réel sur des CPU. Donc vraiment, en termes de coût total et de latence,
les SLM sont extrêmement intéressants. L'autre spécificité des SLM, c'est qu'on peut les installer où on veut, comme ils sont tout petits. Et donc, on peut les installer chez soi, on-premise. Donc, si on est une grande banque ou une grande compagnie d'assurance, qu'on a des données sensibles, les SLM peuvent être installés dans nos propres infrastructures ou sur des clouds privés, des clouds souverains, comme OVH ou Sense. Mais en tout cas, la partie souveraine fait qu'on parle de plus en plus des SLM pour répondre aux exigences de RGPD et autres. L'autre phénomène, l'autre tendance qui fait qu'on parle de plus en plus de SLM, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies qui permettent vraiment d'exploiter le potentiel des SLM. Une des méthodologies, c'est ce qu'on appelle la distillation, qui permet d'entraîner des petits modèles avec des grands modèles. Et ce qu'on constate, c'est que les petits modèles, sur des cas d'usage précis, sont aussi performants que des grands modèles. L'autre méthodologie qui est utilisée, c'est la quantisation, qui permet en fait de diminuer la taille de ces modèles en passant d'architecture 16 bits à des architectures 8 ou 4 bits. Et ça aussi, ça permet de réduire vraiment le poids de ces modèles et de réduire encore une fois les coûts d'infrastructure. L'autre tendance, c'est le fine-tuning par domaine, c'est-à-dire qu'on va limiter le champ d'application d'un SLM et faire un agent vraiment spécialisé sur un sujet, l'extraction d'informations d'un RIB par exemple, et ça va nous permettre vraiment d'obtenir d'excellents résultats en le spécialisant et en étant à l'inverse de la polyvalence dont on parlait avec les LLM. Donc vraiment, ce qui fait le succès des SLM, c'est cette spécialisation par tâche, par domaine, et c'est pour ça que chez nous, à Rislum, on a décidé de se concentrer sur le secteur de l'assurance pour rendre aussi nos agents beaucoup plus performants. Donc je vais donner un tout petit peu d'histoire, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un cours plus profond sur les SLM. Mais en gros, une des milestones importantes, c'est en 2017 l'apparition des Transformers, qui, on peut dire, un peu le père de tous les modèles d'intelligence artificielle actuelle, qui a le premier à apporter cette notion d'attention, attention is all you need, et donc qui permet justement d'analyser de l'information et de donner une réponse, de raisonner de manière très rapide avec des réseaux neuronaux. Et ça, c'est vraiment la fondation des sujets d'IA dont on parle en ce moment. Ensuite, en 2020, il y a eu l'apparition de GPT-3, donc c'était pas une version publique, mais qui faisait quand même déjà 175 milliards de paramètres. Et là est arrivée effectivement cette notion d'IA LLM polyvalente, capable de parler, de chatter, de faire plein de choses, et surtout de toucher à beaucoup de sujets. Donc ça, c'est la deuxième date importante. Ensuite, ChatGPT, c'est devenu donc un produit public de grande consommation, avec des millions de consommateurs, de clients en quelques mois, puisque en 5 jours, il y a eu 1 million d'utilisateurs, et en 2 mois, il y a eu 10 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment aussi une des technologies qui a connu l'adoption la plus rapide de l'histoire de la technologie en 2022. Et ensuite, donc, il y a eu une course pour augmenter la taille de ces modèles, comme je disais, les QI. Donc on est arrivé à des milliers de milliards de paramètres. Et il y a eu un retour au SLM, avec un retour aussi à ces notions de transformers, mais un focus sur des petits modèles optimisés, spécialisés, et qui permettent de faire des tâches de manière très performante à un coût beaucoup plus réduit. Donc je vais vous donner quelques noms de SLM connus, parce qu'encore une fois, on parle tout le temps de ChatGPT, parfois un peu de Claude et de Llama, mais voilà, il y a beaucoup d'autres modèles. Donc il y a Gemma, qui est un petit modèle développé par Google, qui fait 2 milliards de paramètres. Il y a des modèles qui sont développés dans des pays qui ne sont pas aux États-Unis, comme Falcon, qui est développé par TII, qui est basé au Moyen-Orient. Il y a Mistral, que tout le monde connaît, qui, entre parenthèses, s'est créé aussi sur les principes de frugalité, de sobriété, de créer des modèles plus optimisés que ChatGPT. Et donc Mistral développe aussi beaucoup de petits modèles, comme Magistral, Ministral, ils ont des jolis noms, Pixtral, pour aussi capitaliser sur le potentiel de ces SLM. Meta, donc Yann Lequin, je rappelle, qui est français, qui est
le directeur technique, l'équivalent de Xuan chez Meta sur les sujets IA. Donc eux développent aussi beaucoup de petits modèles comme Llama. Il y en a beaucoup qui sont en open source d'ailleurs. Et il y a aussi Microsoft qui développe un petit modèle comme Phi. Alors que font ces modèles? Certains font de la lecture automatique de documents, donc extrait des données. D'autres sont capables de développer du code. Certains peuvent être déployés sur des tout petits devices, comme ce qu'on appelle les PI. Et donc il y a une grande population de ces petits modèles qui ont des capacités, des compétences au même niveau, encore une fois, sur des cas d'usage spécifiques que les grands modèles. C'était le Raspberry Pi dont je parlais, et peu les devices sur lesquels on peut installer des petits modèles. Donc ça parlera aux technophiles, mais ce sont des tout petits devices sur lesquels on peut installer ce type de SLM. Et donc là, on va vous parler un peu des grands acteurs. Donc Google, j'en ai déjà parlé, Mistral, Hugging Face pour les technophiles, c'est une plateforme qui fait la promotion des SLM. Donc vous pouvez trouver beaucoup de SLM sur ce site Hugging Face qui a été co-créé aussi par un Français. Le MIT fait beaucoup de recherches également sur les SLM. Il pousse une méthodologie qui s'appelle le Tiny Machine Learning. C'est des recherches pour vraiment, encore une fois, optimiser la consommation d'énergie en faisant du machine learning. Il y a T2I dont je parlais à l'instant. Et donc Meta, voilà, tous ces acteurs-là font des recherches actives sur LSM. Alors, quelles sont les tendances? Premier point, j'en ai un peu parlé, mais c'est la possibilité de déployer ces SLM sur n'importe quel device, sur un téléphone portable. Et on n'a pas besoin de connexion Internet, donc on peut avoir des applications mobiles très fiables, des agents qui vont nous suivre et extrêmement portables. On peut imaginer les embarquer dans des véhicules, dans des montres, et d'avoir un agent efficace extrêmement portable. L'autre tendance très intéressante, c'est l'architecture hybride. Je disais tout à l'heure que dans la distillation, on utilise les LLM parfois pour entraîner des SLM. On peut très bien aussi envisager d'avoir des architectures où on va aller pousser toutes les activités simples à des SLM, et on va aller, les activités vraiment complexes, on va aller les réserver aux LLM pour avoir donc une cohabitation sur des plateformes entre des SLM et des LLM. L'autre tendance de fond, c'est la prise de conscience de la souveraineté, la prise de conscience aussi de cette problématique de single point of failure. Et donc, on va avoir aussi un développement de solutions souveraines, des solutions où les données sont sécurisées quand on déploie des SLM. Enfin, les autres sujets dont Xuan vous parlera plus en détail, ce sont des tendances comme le RAG. Le RAG, c'est très intéressant parce que ça permet de séparer l'apprentissage, je dirais profond, l'apprentissage qu'on appelle fine-tuning, où on va entraîner un réseau neuronal à apprendre, je veux dire, des informations vraiment profondes et pérennes qui s'inscrivent dans la durée, et on va différencier cet apprentissage-là de données qui peuvent changer, de bases documentaires ou de bases de connaissances qui peuvent évoluer dans le temps, par exemple des tarifs. Et là, le RAG permet justement de créer un réceptacle d'informations, de connaissances qui peuvent changer dans le temps et que l'agent, le modèle, va aller interroger régulièrement pour donner sa réponse ou faire son travail. Donc ça, c'est une tendance très intéressante parce que ça permet vraiment de découpler les apprentissages et les sujets et de rendre encore plus performants les SLM en séparant ces sujets. L'autre tendance, c'est les modèles orchestrateurs. Ce sont des agents qui vont orchestrer les autres. Donc c'est un SLM ou un modèle de taille intermédiaire qui va être capable de faire travailler ensemble comme un chef d'orchestre des petits modèles. Une alternative à ça, et c'est ce qu'on propose chez Rislume, c'est d'avoir un éditeur de workflow qui va permettre de connecter ces agents entre eux et de leur donner des instructions. C'est une alternative à cet agent orchestrateur, mais la logique derrière est la même. On va orchestrer, on va agréger, on va faire travailler en équipe ces petits agents pour les clients dans le cadre d'un processus complet. Voilà quelques comparaisons entre les SLM et LLM, comme promis. Donc, on parlait de SLM qui font quelques milliards de paramètres contre des dizaines, des centaines, voire des milliers de milliards de paramètres.
Les coûts en termes d'apprentissage sont beaucoup plus faibles. On parle de réduction de 60 à 90% de coûts et de consommation en dioxyde d'oxygène et en émission en émission de CO2, pas en consommation, en émission. On est beaucoup plus rapide en termes de latence, 5 à 10 fois plus rapide. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus traçable, c'est sous contrôle. On est capable de vérifier les versions. Et on est aussi capable de tracer, grâce au SLM, l'usage qui est fait et qui accède à ces SLM ou à quoi ces SLM ont accès. Donc il y a aussi cet aspect de traçabilité avec des outils de supervision qui sont très intéressants et donc complémentaires par rapport à ce qu'on peut faire avec des LLM. Et donc en finale, l'autre élément important, encore une fois, c'est cette spécialisation par métier et ce formidable outil qu'est le RAG qui permet vraiment d'exploiter la valeur de ces beaucoup plus petits modèles. Voilà, en résumé, si vous n'avez pas compris, c'est 10 à 100 fois moins de ressources que les LLM en spécialisant ces petits modèles. Et voilà, donc je vais passer la main à Xuan pour approfondir un peu plus dans la technique ces sujets qu'on a vus de manière un peu vulgarisée. Merci Emmanuel. Ce que tu viens de présenter sur les SNM spécialisés illustre parfaitement la logique que nous avons suivie dans nos cas d'usage, tirer parti des modèles légers mais précis, capables de traiter efficacement des tâches très ciblées avec beaucoup moins de ressources. Ici, c'est un bon exemple. En fait, c'est notre travail sur l'extraction d'informations à partir des factures santé. L'objectif ici est de pouvoir traiter automatiquement des documents souvent très variés, parfois manuscrits, parfois peu lisibles, que l'ancien ou les technologies traditionnelles lui mènent à performance. Donc, tout en réduisant le besoin de vérification manuelle. Que cette approche permet non seulement d'accélérer le traitement des remboursements dans notre domaine de assurance et mutuelle, mais aussi d'améliorer la détection des fraudes grâce à une meilleure structuration et fiabilité des données extraites. Donc, en résumé, on gagne du temps, on limite les erreurs humaines et on renforce la qualité du contrôle. Ces performances, on les retrouve très concrètement avec notre SNM d'acquisition qui a été conçu pour ce type de documents comme facture santé, avec les données non structurées, manuscrits, mais aussi d'autres types de documents similaires comme les arrêts de travail ou le livret de famille, etc. Ça, c'est un benchmark réalisé par notre client de manière indépendante. Nos modèles SNM spécialisés obtiennent des taux d'extraction de données très élevés qui surpassent même les autres solutions testées, mais notamment les modèles NNM généralistes comme Claude 3.5 Sonnet d'Anthropic. Ça, c'est un des meilleurs modèles NNM sur le marché à l'époque. C'est équivalent de OpenAI, en fait. Donc, en résumé, on obtient une qualité de données supérieure avec un modèle plus léger, plus rapide et plus économe en ressources. C'est exactement l'esprit des SNM spécialisés RISLUM. Et pour atteindre ces performances tout en restant efficaces et sobre, nous avons appuyé sur une architecture de référence pensée sobriété by design. Concrètement, cela se traduit par plusieurs principes clés. Premièrement, c'est spécialiser en fait, les modèles SNM par des tâches spécifiques. Donc, nous, on déploie un modèle par type de tâches, par exemple les extractions des données, détection fraude ou relations clients. L'objectif, c'est de garantir que chaque modèle fonctionne parfaitement en fait, sur des cas très précis, sans gaspiller des ressources et limiter des risques de hallucination. Et puis, deuxièmement, comme Emmanuel a expliqué tout à l'heure, il y a un système RAG en fait, qui peut permettre, dans pas mal des cas, que le modèle puisse consulter les informations avec des ressources en dehors des données entraînement, parce qu'il y a des données qui peuvent changer, qui peuvent bouger en fait, de temps en temps. Donc,
en fait, c'est pas optimal si on doit faire des fine-tuning sur ce type de données. Donc, le système RAR, en fait, c'est une bonne façon, en fait, pour élargir les connaissances de modèles. Par exemple, pour accéder sur les informations de police d'assurance ou les promotions qui peuvent changer de temps en temps. Donc, ça permet, c'est aussi une technique qui permet de ne pas surcharger le système et aussi réduire les risques d'hallucination de modèles. Donc, ça, c'est connu dans les applications basées sur les modèles de langue. Un autre aspect très important dans notre secteur, comme les autres, c'est la capacité de l'intégration avec les systèmes informatiques de l'entreprise. Parce que dans certains secteurs, comme les mutuelles, les assurances, le système informatique, c'est souvent c'est plus ancien que les autres. Du coup, si on veut appliquer les solutions basées sur IA, il faut garantir que nos solutions peuvent interagir avec les systèmes existants comme les CRM ou les systèmes Z, etc., pour pouvoir traiter des processus complets métiers de l'entreprise et surtout pour pouvoir gérer aussi des gros volumes en fait, de manière fluide. Donc, les modèles de langue, les SNM ou les NNM, en fait, sont assez connus par des aspects, le manque de confiance ou le problème de hallucination. Donc, le système guardrail ou les garde-fous, c'est un des points primordiaux, en fait, si on veut appliquer l'IA sur la production. Donc, c'est nous, on développe aussi des solutions autour de systèmes garde-fous pour rassurer que la réponse de modèles d'IA de nos SNM soit conforme et fiable. On donne aussi des scores de confiance par rapport aux réponses de nos modèles pour avoir une meilleure visibilité ou traçabilité aussi pour éviter le plus possible l'effet boîte noire pour les modèles. Donc la qualité, c'est important, mais aussi en termes de coût, c'est dans le monde industriel et en production, c'est aussi un aspect qu'on ne peut pas ignorer. Donc le déploiement pour garantir que les modèles soient minimales nécessaires pour le besoin, mais aussi pour pouvoir scaler en temps réel en fonction de besoins en production. Ça, c'est aussi très important. Donc ça, c'est pas forcément lié dans les solutions avec SNM, mais c'est d'une manière générale qu'il faut que quand on va déployer en prod, en fait, tous les DSI, il faut faire attention à cet aspect-là pour que les solutions basées sur les modèles de langue, les SNM, comme ça tourne souvent sur les GPU, c'est assez coûteux. Ça, c'est aussi un point très important que si nous, on fournir à nos clients aussi des templates, des déploiements prêts à utiliser, à la fois pour nous en mode SaaS, mais aussi pour aider nos clients de déployer nos solutions, tout en optimiser les coûts en production. Et le dernier point, c'est aussi lié sur la qualité de solution, c'est l'aspect de monitorer et observabilité pour garantir que le modèle ou la solution au début, ça peut être, ça fonctionne très bien, je ne sais pas, 90%, etc. Mais dans le temps, ça peut arriver qu'il y a une nouvelle donnée que le modèle n'a pas vue dans le passé. Ça peut affecter sur la qualité de réponse. Donc c'est là que le système monitoring et l'amélioration en continu, c'est très important aussi. Et c'est nous, en plus de système monitoring, nous fournissons aussi une plateforme entraînement qui permet de améliorer la qualité de nos modèles SNM pour aider nos clients, pour accompagner nos clients dans tout au long de projets en production. Donc,
la point clé, en fait, cette architecture, c'est de ne pas déployer plus de modèles que nécessaire et ne pas traiter plus de données que requis. Donc, cette architecture permet d'obtenir des performances élevées tout en restant légère et économe et maîtrisée. Donc, après avoir vu l'architecture et les performances, voyons maintenant comment nous faisons pour que chaque SNM soit vraiment précise et fiable. Donc, notre approche combine plusieurs leviers. Que d'abord, on limite le modèle à ce qu'il doit faire plutôt que de l'exposer à toutes les informations possibles. On le concentre sur des cas d'usage précis avec des vocabulaires métiers maîtrisés. Et ensuite, on applique différentes techniques d'entraînement, fine-tuning et aussi la distillation de manière ciblée. Comme ça, on élimine tout ce qui pourrait causer de la confusion, des risques de hallucination qu'on peut voir pendant l'apprentissage de modèles. Cette étape, c'est très important pour l'apprentissage des modèles et il demande souvent les nettoyages de données, les validations données humainement aussi pour garantir que la qualité soit suffisante en production. Et les modèles, comme on a dit tout à l'heure, peuvent aussi s'appuyer sur des sources externes fiables, car c'est un système RAG de l'entreprise. Il peut consulter des bases de connaissances validées et garantir la fiabilité des réponses, limite tous les hallucinations inattendues. Puis, ce n'est pas tout, c'est nous, en fait, toutes les réponses des modèles sont encadrées avec des templates et suivis des formats structurés comme des formats JSON et fournir aussi des applications et des sources pour que le modèle puisse avoir plus on va dire, des raisonnements, en fait, des applications, éviter les effets boîte noire et aussi c'est une façon aussi de réduire les hallucinations, en fait, de modèles. Et on apprend le modèle d'être honnête aussi, c'est de dire que je ne sais pas, je ne connais pas, au lieu d'essayer de répondre n'importe comment. Donc, une fois que la génération de réponses, on applique aussi des différents contrôles métiers. Ça, c'est aussi un des points forts que, vu qu'on a les maîtrises à la fois techniques et la connaissance de métier, ça renforce, en fait, ça renforce la qualité de nos modèles par rapport aux autres modèles de base sur le marché. Donc, je prends par exemple des cas très basiques comme des factures santé. Souvent, on a des numéros de sécurité sociale, numéros de docteur, les médecins. En fait, tous ces numéros, ils ont toujours des règles spécifiques qu'on peut faire des contrôles, des vérifications. Et en plus, on peut appliquer d'autres vérifications de croisement. En fait. Par exemple, on peut faire des OCR à côté et faire des checks supplémentaires pour garantir que les informations que le modèle qui répond, ça existe déjà et ça conforme au format attendu. Donc, en combinant toutes ces étapes, en fait, nous garantissons une performance élevée, fiable, contrôlée et toujours optimisée en termes de déploiement pour nos clients. Ça, c'est des éléments très importants de base pour qu'on garantisse la qualité de nos modèles. Et ensuite, on peut très bien combiner toutes ces briques élémentaires avec notre éditeur de workflow pour créer des applications, des processus plus complets que Emmanuel va vous montrer dans le slide suivant. Merci, Johan. Effectivement, je vais passer un peu à un autre sujet, mais pour vraiment montrer un cas d'application concret. Donc, une des grosses problématiques des assurances, c'est la crise climatique. Pourquoi c'est un problème pour les assurances? Parce que ça entraîne en fait beaucoup de sinistres divers et variés. Donc, ça peut être de la sécheresse en été, et ça peut être malheureusement des inondations, comme il y en a eu à Valence l'année dernière en Espagne. Et donc,
Souvent, les compagnies d'assurance se retrouvent complètement submergées avec tout leur écosystème, que ce soit des cabinets d'experts, les courtiers, etc. etc. Et les résolutions de sinistres peuvent prendre beaucoup de temps quand c'est manuel, donc il faut instruire le dossier, il y a des allers-retours, consulter les experts, etc. Et ça peut prendre 3, 6, voire malheureusement jusqu'à 9 mois quand vraiment ces structures sont submergées. Bah, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux agents Rislum, on peut réduire ce genre de processus à quelques minutes, comme on va vous le montrer dans la vidéo qui suit. Bonjour et bienvenue à votre assurance. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je souhaite déclarer un sinistre pour un dégât des eaux chez moi. Merci. Pourriez-vous décrire plus précisément le sinistre constaté? Récemment, il y avait de l'eau qui coulait du plafond. Là, on a un premier agent qui discute avec l'assuré, qui fait donc sa déclaration de sinistre. Oui, bien sûr. Merci des réceptions des documents. Nous analyserons votre dossier. On a une retranscription en temps réel, comme vous l'avez vu, de tout ce qui se dit Non, entre c'est très clair pour moi. l'agent et l'assuré. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Et ensuite, l'assuré peut envoyer des photos. Et là, on va passer à un autre agent, qui est un agent vision, qui va être capable d'extraire l'information de ces photos et de décrire un sinistre. Donc, c'est là où on parle de cette orchestration des agents avec le moteur de workflow, parce qu'ils travaillent ensemble. Donc là, deuxième agent analyse les photos. Ensuite, il y a un troisième agent qui va analyser le document qui est dans la base de connaissances, qui est donc la police du client en question. Il peut aussi aller interroger ça dans un CRM, puisque nos agents sont très bien connectés à tous les systèmes d'information, qui vérifie la règle métier qui va s'appliquer à ce sinistre et à cet assuré. Il va ensuite évaluer les dommages. Et enfin, il va envoyer un mail de confirmation à l'assuré, ou à qui on veut. Voilà donc une illustration concrète de comment on agrège tous ces agents. Et les délais donc, se passent de mois à quelques minutes. Alors, quelques autres quantifications de ROI ou de bénéfices en termes de cas d'usage. Donc, ça peut être de l'affiliation, où les agents peuvent en 24/7 affilier, enregistrer, permettre aux assurés de souscrire à des produits d'assurance. Donc, on va simplifier, automatiser tout ce qui est documentaire, mais on peut aussi automatiser tout ce qui est vocal, en ayant des agents vocaux qui vont faire ça. Et là, les ROI sont colossaux. En plus, on a cette capacité de faire ça le week-end ou la nuit, si jamais l'assuré le souhaite. Il y a l'accélération des processus de remboursement. On va diviser les temps de remboursement par 10, voire par 100, et réduire aussi le coût de ce processus. Et enfin, on a aussi le support omnicanal, où là, le client qui utilise nos agents chat nous dit que pour 1 euro investi, on a 7 euros de gain. Donc là aussi, le ROI et le rendement est extrêmement important d'utiliser ce quatrième type d'agent. Donc voilà, en gros, ce qu'on vous a expliqué, c'est que quand on spécialise des SLM, quand on utilise toutes ces techniques dont a parlé Xuan, que ce soit le RAG, les orchestrations, etc., on a vraiment des bénéfices pour une entreprise qui sont colossaux, et on peut vraiment parler d'IA de confiance et déployer le potentiel pour améliorer la satisfaction client sans remplacer les humains, mais vraiment en les complétant. Et moi, les autres petits conseils que je pourrais donner, c'est que, comme vous l'avez vu, on parle de base de connaissances, donc c'est important pour un client qui veut se lancer dans une stratégie agentique, SLM, de structurer ses bases de connaissances, de clarifier et de documenter ses processus métiers, ses règles. L'autre conseil qu'on peut donner, c'est de commencer par des cas d'usage, par exemple DocuGestion. L'extraction automatique de documents, c'est quelque chose qui marche avec des taux de succès entre 95 et 99%, donc vraiment, encore une fois, ça fonctionne, c'est simple, ça apporte de la valeur, et en plus, ça soulage les collaborateurs et les collaboratrices de tâches vraiment ingrates, où en plus, il y a beaucoup d'erreurs de saisie dans la saisie manuelle. Et là, on démonte le ROI, on donne confiance en l'intelligence artificielle, et on va pouvoir ensuite s'attaquer à des tâches beaucoup plus complexes. Mais le plus important de tout ce qu'on nous a dit, c'est que dans votre stratégie IA, quand vous faites votre liste de cas d'usage, pensez au SLM en amont. Qu'est-ce que je peux donner à un petit modèle simple, frugal, et aussi potentiellement un Rislum, et qu'est-ce que je vais vraiment devoir
confie à un LLM qui est beaucoup plus gourmand et malheureusement moins, on va dire, qui donne moins de confiance. Et voilà, donc on est à votre disposition, n'hésitez pas, contact@rislume.ai. N'hésitez pas, on sera ravis de travailler avec vous, d'explorer vos cas d'usage et de vous montrer comment les SLM peuvent apporter de la valeur et de la confiance en l'intelligence artificielle. Pour conclure, je vous remercie tous une nouvelle fois d'être venus à ce webinaire. Nous sommes ravis de vous avoir eu avec nous et vous aurez accès à ce replay comme spécifié en introduction sur YouTube. Et également, nous vous enverrons cette présentation par LinkedIn. Merci beaucoup et nous vous revoyons bientôt avec un nouveau webinaire, nous l'espérons, dans quelques semaines. Au revoir. Merci. Merci.